Oui, oui, on va analyser des séquences vidéo. On est là pour parler du main event de ce week-end à l'UFC 269. Chucky Olives, Charles Oliveira, le champion qui défend pour la première fois son titre contre Dustin Poirier, l'ancien champion intérim. Plein de choses à dire sur ce combat. Il est génialissime sur papier pour plusieurs raisons, et les deux raisons principales, selon moi, en dehors des capacités et des compétences techniques dont les deux font preuve, c'est que peu importe qui gagne, il sera ultra méritant. Ils sont tous les deux très avancés dans leur carrière, ça fait longtemps qu'ils sont à l'UFC, ça fait longtemps qu'ils progressent. C'est le genre de combattant qui se donne les moyens, se donne à fond, progresse continuellement pour atteindre leur objectif d'être champion. Charles Oliveira l'est. Dustin Poirier cherche à l'être officiellement. Il a été champion intérim, comme je le disais, il cherche à l'être undisputed, comme on dit, quand il n'y a pas de champion intérim. On est le seul à avoir la ceinture de la division. Ngannou gagne. Ngannou n'est pas undisputed parce que Gane est intérim. C'est une question qui revient souvent pourquoi est-ce que de temps en temps Bruce Buffer dit undisputed, blablabla, et de temps en temps il laisse tomber le mot. C'est que ça dépend de s'il y a un champion intérim. Bref, ici, Charles Oliveira est undisputed. Dustin Poirier cherche à devenir champion alors qu'on est avancé dans sa carrière et, encore une fois, paid in full, comme il le dit lui-même. Peu importe qui gagne, il sera méritant, il méritera d'avoir la ceinture et ce sera beau à voir. Évidemment, ce sera plus difficile à voir pour celui qui perd le combat. Deuxième raison pour laquelle je trouve que ce combat est très intéressant, c'est qu'ils sont tous les deux vulnérables. Alors il faut prendre ça avec des pincettes, j'ai pas envie de me faire insulter. Bienvenue sur Internet, Chris. Ce que j'entends par vulnérable, c'est que, contrairement à Khabib, on a déjà vu ces deux gars-là perdre, et même dans leurs victoires récentes, on a vu des vulnérabilités. Ce qui fait que on a vraiment un combat entre deux athlètes élites, et on va le voir dans les séquences vidéo. On est vraiment évidemment, on combat pour la ceinture des moins de 70 kilos, des moins de 70 kilos. Évidemment qu'on est au niveau élite. Ils sont tous les deux à leur prime, je dirais. Et donc, on va avoir un très beau combat. Mais on n'est pas dans un combat où on a un invincible contre quelqu'un qui vient essayer de chercher l'invincibilité de l'autre. On a vraiment un combat où on a déjà vu des ouvertures, chez l'un comme chez l'autre pour des défaites. Dustin Poirier a encore perdu récemment contre Khabib, et même dans son dernier combat, Charles Oliveira s'est fait gravement sonner en fin de premier round contre Michael Chandler. Donc ça rend le combat pour moi très intéressant à regarder, parce que les deux doivent venir préparés, les deux doivent venir au top de leur jeu pour pouvoir gagner. C'est un combat qui est serré sur papier. C'est Dustin Poirier qui est légèrement favori d'après les codes de Paris. Est-ce que je trouve ça normal? Je vais voir. J'ai pas défini si je trouve ça normal. Je vais d'abord faire ma vidéo et puis je vais définir ça. Ils sont tous les deux très complets. Ils sont tous les deux assez durables. Je vais pas dire tous les deux opportunistes. Charles Oliveira est clairement gros opportuniste, mais on va le voir dans les vidéos. J'aime pas le mot opportuniste pour lui, parce que on a l'impression que c'est quelqu'un qui risque de subir le combat de temps en temps et puis sortir un tour de magie pour gagner. Charles Oliveira a le killer instinct, je vais plutôt le mettre comme ça, donc il a vraiment cette capacité de savoir finaliser le combat, mais c'est lui qui crée les opportunités, c'est lui qui crée les ouvertures, vraiment de par son style notamment à pression. Il a développé un jeu qui est efficace. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent vu en MMA, mais qui fonctionne très bien pour lui. Dustin Poirier, il a des compétences pour finaliser un combat, mais généralement il a besoin de temps vraiment pour aller chercher le finish. C'est un style un peu suffocant, mais il a un côté très extraordinaire dans ses combinaisons. Donc c'est un combo puncher, comme on dit, qui a un excellent footwork, et je pense que ça se marie très bien. Donc Charles Oliveira, Dustin Poirier sont deux profils qui se marient très bien. Ça peut très bien finir dans le premier round pour l'un comme pour l'autre, comme on peut aller à la décision. Si c'est une décision, ça peut très bien être un 50-45, comme ça peut être un 48-47, très difficile à déterminer avec une split au final, parce que les juges seraient pas d'accord les uns avec les autres. Comme on pourrait avoir un finish au 5e round, vraiment. C'est un très beau combat à tout niveau, parce que
littéralement tout peut arriver. On peut même avoir un Dustin Poirier qui soumet Charles Oliveira. Alors Charles Oliveira, extraordinaire grappleur, extraordinaire, mais il s'est déjà fait soumettre, et principalement il s'est fait soumettre quand il se fait sonner debout. C'est quelque chose que Dustin Poirier a déjà fait dans sa carrière, sonner quelqu'un debout et partir sur un anaconda ou sur une guillotine par la suite. On peut avoir un Charles Oliveira qui met KO Dustin Poirier. On peut évidemment avoir un Charles Oliveira qui gagne par soumission. On peut avoir un Dustin Poirier évidemment qui gagne par KO ou TKO. Et on peut avoir une décision comme je l'ai dit. On peut tout avoir, même une disqualification, même un arrêt du médecin. Tout peut arriver. Et donc c'est extrêmement chouette à anticiper. C'est pour ça que je poste la vidéo plus tôt que d'habitude. Parce que alors on a le temps de se chauffer pour ce combat. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas des masses. On en parle mais pas des masses, alors que c'est vraiment splendide sur papier. Ok, je pense qu'on va commencer par l'analyse. Enfin, commencer, la vidéo est déjà bien avancée, mais on va faire quelques analyses de séquences vidéo et je vais peut-être partir sur les game plans, les points auxquels il faut faire attention et tout ce qui s'ensuit. Alors, première chose, j'ai fait beaucoup sur Charles Oliveira, j'ai fait très peu sur Dustin Poirier. Dustin Poirier a combattu contre Conor McGregor 2 fois cette année, ce qui fait que moi qui ai lancé officiellement ma chaîne YouTube cette année, j'ai déjà pas mal de contenu sur Dustin Poirier. Donc pour ceux qui veulent aller sur ma chaîne, taper Poirier, il y aura 3-4 vidéos qui vont sortir avec vraiment une analyse de son style assez exhaustive. J'avais pas envie de me répéter. Et puisque j'ai vraiment bien analysé son 2e combat et son 3e combat contre Conor, il y a déjà beaucoup de contenu sur lui. Charles Oliveira, j'en ai un peu moins parlé, j'en ai parlé plutôt sur une vidéo par rapport à la fin de Tony Ferguson, et donc j'avais envie dans cette vidéo de parler de manière plus exhaustive de Charles Oliveira, qu'on connaît peut-être paradoxalement moins bien que Dustin Poirier, dont le style est bien compris, on va dire, par la plupart des fans. Alors, Charles Oliveira, pourquoi son style est intéressant? Parce que il est grand pour la division, il a un style un corps un peu ectomorphe, ce qui fait qu'il est longiligne, il a une bonne allonge, et il combat comme un grand. Il a vraiment développé un style où il est évidemment dangereux à sa distance, la distance qu'il, on va dire, privilégie, le kicking range pour lui, donc une distance où lui peut toucher avec ses kicks, ou juste un peu plus loin que ça, parce que en tant que plus grand, c'est intéressant pour lui de se mettre à une distance où lui peut toucher son adversaire avec les armes longues, sans que son adversaire ne puisse le toucher en retour. Les grands aiment bien travailler à cette distance, mais ce qui fait le succès des combattants à grande taille, c'est surtout leur capacité justement à contrer quand on rentre dans une distance plus rapprochée, quand on rentre dans la distance où l'adversaire plus petit peut l'ennuyer, le toucher. Et là clairement Charles Oliveira a développé un bon jeu de kick à distance en initiation et une très bonne anglaise à mi-distance, ainsi que un clinch extraordinaire avec des très bons coups de coude, des très bons coups de genoux, et évidemment il a une confiance totale en son grappling, ce qui le rend très difficile à aborder parce qu'il se positionne comme combattant à pression, ce qui force l'adversaire à reculer, parce que si lui presse, l'adversaire ne recule pas, on se retrouve à une distance de grappling qui au final est son domaine de prédilection. Donc il a un jeu complet dans le sens où il est capable à toutes les distances. Au kicking range, il est très bon. Au boxing range et à mi-distance, il est très bon. Au clinch, il est très bon. Et il est absolument extraordinaire au grappling. Donc vraiment le style qu'on veut pas affronter, d'autant plus qu'il couple ça à un jeu à pression, comme je vais dire Brian Ortega avant sa première défaite contre Max Holloway, enfin sa première défaite contre Max Holloway, c'était un combattant qui mettait la pression, et même s'il subissait debout, le fait de suffoquer son adversaire le forçait à shooter, et c'est là où il devenait opportuniste avec des guillotines. On le verra, Charles Oliveira l'utilise aussi. Donc j'ai essayé de séquencer mes vidéos pour illustrer ça. Et je vois que ça fait presque 10 minutes que je parle, donc je vais déjà faire une première pub. Alors, Charles Oliveira contre Giagos. Ici, la séquence qu'on va voir, c'est vraiment son kicking range. Donc, il met la pression, c'est lui qui a le centre, Giagos est contre la cage, il envoie un middle kick, Giagos passe en gaucher, on est en garde ouverte, immédiatement, changement de dynamique, on envoie un front kick du côté de Charles Oliveira. Ça me fait un peu penser à Conor McGregor contre Chad Mendes, cette séquence. Et alors ça c'est absolument
génial que ça se produise maintenant parce que Charles Oliveira va nous faire une Fiziev contre Brad Riddell, c'est-à-dire que on est sous pression, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo. Quand un athlète met son adversaire sous pression, l'adversaire a une option en moins que d'habitude, c'est celle de désengager. Donc soit il engage, soit il reste figé, ce qui est la mauvaise option, soit il se déplace d'un côté ou de l'autre. Intelligemment, on va dire, Giagos va se déplacer du côté fermé de Charles Oliveira, donc du côté où il a sa jambe avant. Mais les attaques du côté fermé sont compliquées pour générer de la puissance. Il y aurait le crochet avant de Charles Oliveira ou le switch middle, mais il y a aussi le spinning auquel on pense moins souvent, chose que Charles Oliveira essaye, mais c'est bien esquivé par Giagos. Donc ici, ça illustre très bien ce que je viens de dire. Il met son adversaire sous pression, il garde son kicking range. Giagos, qui est légèrement plus petit que Charles Oliveira, ne trouve donc pas sa distance pour envoyer ses frappes à lui. Et on a un Charles Oliveira qui a pointé un middle kick, un front kick qui ont touché et un spinning qui a presque touché. Alors, très intéressant, c'est vraiment cette pression. Ici, Giagos a un genre de porte ouverte pour récupérer le centre. Et Charles Oliveira ne va pas lui laisser, il va venir couper l'angle, il va venir fermer la porte le plus rapidement possible. Boum. Et voilà. On a un Giagos qui se dit « Ok, maintenant je vais pouvoir casser la distance pour venir chercher l'anglaise. » Et ça laisse un très bon temps de réaction pour Charles Oliveira de partir sur un takedown réactif. Donc il y a vraiment ça, il impose sa distance, il titille, il marque ses points à distance, il reste même dangereux avec ses kicks. Et une fois que son adversaire cherche à casser la distance, on va le voir, il a des réactivités en anglaise comme il a des réactivités ici en lutte réactive. Et évidemment, s'il score un takedown, c'est quasi le début de la fin. Ici, après le takedown, on rajoute 30 secondes au combat et on voit Charles Oliveira lever les bras. Je reviens plutôt dans ce même combat. Encore une fois, kicking range. Hop, je reviens un tout petit peu. On est au kicking range. Giagos essaye d'avancer un tout petit peu. On vient punir la jambe avant. Hop, Giagos reset. On vient attaquer en anglaise et takedown réactif. Donc, il a vraiment développé ce jeu où à chaque distance, il a une option. Vraiment, je vais pas me répéter trop souvent, mais à chaque distance, il a une option. Contre Kevin Lee, pareil, et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà illustré. J'avais parlé de... En fait, j'avais déjà fait une vidéo sur Charles Oliveira, maintenant je viens d'y penser. Charles Oliveira, comme il a combattu contre Chandler, j'avais déjà fait une vidéo, et je parlais de cette séquence. Ce que j'aimais bien dans cette séquence, c'est la présence. Ça, c'est un point commun entre Dustin Poirier et Charles Oliveira, c'est leur présence dans l'échange, leur présence dans le combat. À tout moment du combat, peu importe ce qui se passe, ils sont conscients de ce qui se passe, ils sont présents, ils vont pas fermer les yeux, ils vont pas regarder vers l'arrière, ça paraît bête, mais c'est des mini-réflexes qui arrivent de temps en temps, même au plus haut niveau. Et ici, on voit un Charles Oliveira, ici, il vient de manger un jab, il mange le jab, il va pas désengager, il reste dans l'échange, et encore une fois, il passe en dessous. Hop, je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà, il prend le jab, hop, et puis il y a le direct qui passe. Il passe en dessous du direct et il vient casser la distance. Il vient chercher le takedown. Au final, c'est un scramble et puis il part sur une clé de jambe. Il la finalise pas. Mais encore une fois, très beau passage de Charles Oliveira qui, pendant un bref moment ici, il n'était pas à sa propre distance. Kevin Lee était à sa distance d'anglaise, il touchait en anglaise, mais Charles Oliveira a pas décidé de laisser du terrain, il a pas désengagé, il a profité de cette situation pour partir dans son domaine de prédilection. Encore une fois, le grappling. Donc, très très beau moment. Alors, ouais, ça c'est très belle illustration de nouveau. Sur le début de combat, Charles Oliveira avait du mal à imposer de la pression sur Jarrett Gordon. Donc, front kick, low kick, encore une fois, beau timing sur son low kick. On voit un Gordon qui attaque en anglaise, hop, au moment où tout son poids est sur sa jambe avant. Ici, tout son poids est sur sa jambe avant. On voit d'ailleurs que sa jambe arrière est en train d'avancer, ce qui fait que tout son poids se transfère vers l'avant. Il y a le low kick qui vient. Quand tout notre poids est sur notre jambe avant, on ne sait pas checker un low kick. Bref, très beau timing, encore une fois, en pied-point. Et là, on a un Jarrett qui essaye de mettre la pression. Hop, j'aurais pu couper. Bref, voilà. Ici, c'est Jarrett qui met la pression sur Charles Oliveira. Et je voulais aussi montrer ça. Charles Oliveira essaye de se positionner comme un combattant à pression. Mais sous pression, il est aussi bon. Donc, il y a très peu d'endroits où un adversaire à Charles Oliveira sera à son aise dans le combat.
Hop, et donc là, double jab, et ici, il vient pas contrer en lutte, il vient contrer en anglaise. Je trouve ça très très beau, donc il faut vraiment faire gaffe à tout. Hop, double jab, sur le direct, esquive sur l'extérieur et contre synchronisé. Donc vous voyez, le double jab vient, il y a la direct qui va venir de Jared Gordon, il va esquiver sur l'extérieur, il va déplacer sa tête juste ce qu'il faut, et puis il va pointer son direct. Ça fait beaucoup de flèches, hein. Très très beau. Il score le knockdown, boum, du direct, il vient placer un uppercut, et c'est le début de la fin. Ça, je vais le voir maintenant, je pense. Parce qu'encore une fois, j'en parlais dans ma dernière vidéo, donc ça s'imbrique très très bien. Charles Oliveira arrive à dédoubler son côté. Je l'ai vu avec Brad Riddell qui envoie son crochet avant suivi de son middle kick avant. Charles Oliveira, il dédouble très souvent son côté arrière. Cross, cross, uppercut arrière, cross. En tant que grand, j'en ai déjà aussi parlé, quand on est plus grand que son adversaire, l'adversaire regarde vers le haut. Ce qui fait que les coups venant d'en bas, on les voit moins bien. Donc un grand qui a des bons uppercuts, c'est très efficace. Gustafsson contre Teixeira, ou bien les front kicks au visage, ça fonctionne très bien pour les grands. Marlon Vera contre Frankie Edgar. D'ailleurs, c'était là que je disais, Frankie Edgar contre Ortega qui est plus grand que lui. Il perd par uppercut qui délivre le finish, contre Sandhagen qui est plus grand que lui, genou sauté, encore une fois, une attaque qui vient d'en bas vers le haut, et son dernier combat contre Marlon Vera, plus grand que lui, il regarde vers le haut, un front kick à la tête qui le touche. Charles Oliveira est généralement plus grand que ses adversaires, ce qui fait qu'il a bien développé, justement, on l'a déjà vu faire des flying knee, des flying front kick et des uppercuts, il les travaille très très bien. Ah bah justement, hop, contre Kevin Lee, ici, bonne pression, uppercut direct. Uppercut arrière, direct. Il dédouble son côté arrière. Grosse pression ici de nouveau. Hein, on voit, là, on est quasi parallèle à la cage, ce qui veut dire que Kevin Lee pourrait récupérer, coucou Firas Zahabi, pourrait récupérer le centre, mais non, il y a Charles Oliveira qui va couper la possibilité de récupérer le centre pour Kevin Lee. Grosse pression, et là, ouais, ça j'adore. Hey. Kevin Lee est en train de se déplacer vers le côté fermé, ce qui à un moment va lui permettre de récupérer le centre. Et pour casser ce mouvement latéral, Charles Oliveira vient créer une collision. Il vient envoyer un middle du gauche. Qu'est-ce qui se passe? Donc, hop, Kevin Lee se déplace vers sa droite. Le middle arrive, boum, Kevin Lee est figé. Il reste sur place. Et puis là, de nouveau, uppercut. Très beau, hein. Uppercut en dessous du bras de Kevin Lee, cross au-dessus du bras de Kevin Lee, les deux qui touchent. Hop, je remets en vitesse réelle pour le plaisir du regard, uppercut direct, Kevin Lee sonné. Belle séquence. Donc ça, je voulais montrer pour encore réillustrer sa pression et pour aussi illustrer que en anglaise, il est très bon en contre et en initiation. Donc l'étape contre Jared Gordon, on le voit contrer en anglaise. Ici, on le voit initier en anglaise. Donc quand je parle de combattant complet en pied-point, quand je parle d'Israël Adesanya par exemple, c'est quelqu'un qui est très fort pour contrer et pour engager. Charles Oliveira, qui finalement est un grappleur de base, est en train de développer un jeu ultra complet debout, à toutes les distances et dans toutes les dynamiques. Donc, pour finaliser sur son jeu, le jeu en pression, voilà, il reste dans l'échange, il garde la pression et ça force Clay Guida, très expérimenté, à faire une erreur. Il se sent sous pression, il se sent suffoqué par le pied-point de Charles Oliveira. Dans le feu de l'action, il dit ok, bon ben je shoot dans les jambes, et face à Charles Oliveira, c'est une très mauvaise idée. Donc Charles Oliveira, évidemment, très je ne vais pas utiliser le mot opportuniste, killer instinct, il a cette capacité, cette compétence de facilement finaliser un combat, et là on le voit, hein, direct, on a le tap out. Il n'a pas valu longtemps, il a la guillotine, et je pense que 7 secondes après, il obtient son tap out. Donc là, on a vu, à longue distance avec les kicks, quand son adversaire essaye de trop casser à distance, réactivité soit en anglaise, soit en lutte avec des takedowns, pression, en anglaise, initié en anglaise, on a vu quand il met la pression et que son adversaire shoot dans les jambes. Maintenant, on va encore voir quelque chose une nouvelle distance, la dernière distance que j'ai envie de parcourir, la courte distance contre Daniel Teymur. Donc de nouveau, qui c'est qui a le centre de la cage, qui c'est qui met la pression? C'est Charles Oliveira. Et ici, juste superbe, hop, step in elbow.
Donc, il passe de droitier à gaucher, ça casse la distance, on est à courte distance, et du coup, il vient envoyer une arme à courte distance, l'arme la plus létale, on va dire, à courte distance, le coup de coude. C'est rare de voir ça à l'UFC. Donald Cerrone l'avait fait contre... quand il a cassé la mâchoire du gars. Allez... Bon, je reviendrai dessus. John Makdessi, c'était très beau. Et évidemment, Anderson Silva avait fait ça contre Chris Murray, le punk. Très très beau. Il est sonné. Et là, de nouveau, hein, ce killer instinct qui arrive. Adversaire sonné. Tiens, qu'est-ce qu'il envoie? Un uppercut. Puis il y a une flurrie de coups. On a un Daniel Teimour qui se retourne. L'arbitre qui est sur le point d'arrêter. Finalement, il se retourne. Et là... Sous la pression, on vient shooter. Il shoot pas très bas, hein. Il a pas besoin de shooter très bas. Opportunisme de Charles Oliveira qui vient chercher l'Anaconda. Il reste 4 minutes 11. J'ai fait exprès de couper la vidéo pour pas me faire strike par l'UFC. 4 minutes 11. Il reste 4 minutes 6 et on a le tap-out. 6 secondes entre j'ai l'Anaconda avec le bon lock debout et j'obtiens le tap-out au sol. Absolument incroyable. Absolument incroyable. Alors, tout dernier point que j'aimerais voir avant de passer à... avant de passer à son grappling, c'est sa technicité debout. Alors, ça, j'en parle souvent. Il y a des erreurs techniques au plus haut niveau. Même Conor McGregor, je vais me faire insulter parce que les gens ne le considèrent plus comme un élite. Soyons honnêtes, Conor McGregor, striker élite. Le nombre de fois où il surengage sur son direct parce que ça a des bons moments, mais où sa main qui n'attaque pas est à sa hanche comme si c'était un karatéka, c'est absolument dingue. Et tout plein de combattants, même des combattants excellents en striking, ils vont envoyer des crochets avec donc si j'envoie mon crochet du gauche, ma main droite, qu'elle soit là ou qu'elle soit là, ça change quasi rien. Ça ajoute peut-être un peu de puissance de balancer la main droite vers l'arrière, mais idéalement, il faut avoir une responsabilité défensive quand on attaque. Surtout quand on combat contre un contreur. Donc si j'envoie mon crochet du gauche, j'ai envie d'avoir ma main droite au visage. Même si j'envoie mon jab, j'ai envie d'avoir ma main droite au visage. Et c'est quelque chose qu'on voit pas tout le temps. Dans la séquence qui mène au finish contre Chandler, moi il y a 2 choses que j'apprécie énormément. Ici on est dans un échange. Ok, hop, ça rate. Alors, on va avancer tout doucement. Déjà que c'est un ralenti, je fais un ralenti sur le ralenti. Première chose, et j'en avais parlé dans l'aftermath du combat, c'est le regard. Ok, c'est pas une frappe envoyée aléatoirement. Charles Oliveira regarde sa cible, envoie son crochet, et là, responsabilité défensive. Cette main droite protège son visage. On pourrait montrer des milliers et des milliers de séquences, même sur un an. Si je prends tous les combats de cette année à l'UFC, je pourrais montrer des milliers de séquences où quand quelqu'un envoie son crochet avant, son autre main, sa main arrière, n'est pas du tout en train de défendre le visage, ni quoi que ce soit. C'est abusé. Et donc ici, d'ailleurs justement, hein, regardez où est la main de Chandler, et il suffit de montrer ici. Dans l'échange, il y a une responsabilité défensive. Là, regardez comment c'est propre techniquement. Ça paraît bête parce qu'à l'entraînement on le fait tous, mais en sparring et en combat, ça se perd. Et de nouveau, hein, vraiment, son regard est vers sa cible. Très très beau. Boum. Knockdown. Et puis là, uppercut, genou, coude. Anglaise. Enfin, il utilise tout, quoi. Les coudes, les genoux, à courte distance, les uppercuts. Et puis il vient finaliser après en anglaise avec des doubles crochets. Ok, je voulais vraiment montrer cette petite séquence et attirer l'attention sur... Voilà, ici on est au clinch. Ce petit coup de coude là. J'attire l'attention juste parce que je vais en parler avec Dustin Poirier après. Ok, je pense qu'il est temps de faire une deuxième pub et puis de parler brièvement du grappling de Charles Oliveira. Alors, évidemment, moi je suis une chaîne qui est beaucoup plus axée sur le striking. Je ne le cache pas, mais on parle de Charles Oliveira, donc je suis un peu obligé de parler de son grappling. Je vais juste prendre une séquence. J'ai déjà fait d'autres séquences de Charles Oliveira au sol, notamment après son combat contre Tony Ferguson. Il y a moyen de retrouver ça sur ma chaîne. Ici, je voulais montrer celle-ci parce que c'est mon setup favori pour mettre en triangle. Je l'adore absolument et donc je voulais le partager parce que c'est que la deuxième fois qu'on voit ça à l'UFC. De mes souvenirs et c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre.
Alors, on est dans un scramble. Moi, ce qui m'importe, c'est la logique. Quand l'adversaire a un underhook sur nous, donc ici Tony Ferguson a un underhook sur nous, et que son autre main est au sol. Donc il y a une main au sol, un underhook. Ça, c'est une structure qui est très intéressante. Charles Oliveira, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il menace d'aller prendre le dos. Il enroule sa jambe dans le dos de Tony Ferguson. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça force Tony Ferguson à garder son underhook. Ici. Si Tony Ferguson enlève cet underhook, Charles Oliveira a le dos. C'est très logique jusque-là. Donc, il sait que ce bras-là va rester ici. Et évidemment, il sait aussi que Tony Ferguson va garder son bras au sol parce que sinon, il va simplement s'écraser par terre. Enfin, s'écraser au sol. Charles Oliveira, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre appui sur le dos de Tony Ferguson ici. Sa jambe est sur le dos de Tony Ferguson, il prend appui. Et son deuxième appui, c'est sa main au sol. Quand on est dans cette structure-là, on sait être en appui seulement sur 2 points. Le point au sol et le point du dos de Tony Ferguson. Je vais aller très très doucement. Ça va lui permettre de soulever, vous voyez. Il avait 3 appuis ici. 1, 2, 3. Mais il en a besoin que de 2. Donc il va supprimer son genou gauche. Et forcément, comme il sait que le bras ici de Tony Ferguson va rester au sol, il sait qu'il a l'ouverture pour cette jambe-ci justement entre l'épaule et la nuque de Tony Ferguson pour venir placer son triangle au ralenti. Voilà. Ici, on est vraiment dans une structure où il prend, comme je le dis, appui au sol, appui sur le dos de Tony Ferguson pour venir placer sa jambe entre son bras et sa tête, ce qui est la base du triangle. Une fois que c'est bien placé, hop, on peut simplement se déposer sur son propre dos et le triangle est fermé. Pax. Absolument splendide. J'adore ce setup. Alors évidemment, quand je parle de Joe Lauzon, j'étais obligé de le montrer. Ici, c'est une autre séquence, on est dans une autre situation, mais c'est de nouveau un scramble et on se retrouve dans la même structure, on va dire. Donc, voilà. Un appui au sol pour Jamie Varner et le underhook pour empêcher Joe Lauzon de prendre le dos. Ici, Joe Lauzon, il menace de prendre le dos en mettant sa jambe sur le dos de Jamie Varner. Donc, Jamie est obligé de défendre avec son underhook et obligé de garder le underhook. Que va faire Joe Lauzon? Hop. De nouveau. Ouais, ici, c'est mieux. Appui sur le dos de Jamie Varner. Appui au sol. Et il y a l'ouverture ici puisque Jamie Varner est obligé de garder son bras au sol. Il y a l'ouverture pour venir placer l'autre jambe entre l'épaule et la nuque de Jamie Varner. On va avancer de ralenti. Hop, on part vers l'arrière. Et voilà. Un appui au sol. L'appui sur le dos. Le underhook. Et l'appui de Jamie Varner au sol. Ça crée l'ouverture pour venir placer la jambe ici et commencer à préparer le triangle. On va avancer au ralenti. Hop, 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 hop. Et voilà. Ici, on se met sur le dos et on vient fermer le triangle. Et puis, ça va finir quelques secondes après avec un scorpion choke. Enfin, il y a plusieurs manières de finaliser un triangle. Un que j'aime beaucoup, c'est compléter le triangle avec un scorpion choke. On va le voir ici. Ça avance, ça avance, ça avance. Ça avance, ça avance. Je pensais que ça viendrait plus vite. Allez, voilà, ici. Donc ici, on a vraiment le scorpion choke. En général, c'est quand on a l'adversaire dans notre garde, on croise les jambes, on vient placer nos bras derrière nos jambes et on tend nos bras pour que ça squeeze les jambes. Ici, c'est exactement ce que Joe Lauzon essaye de faire. Il vient attraper un S-grip, ce qui va lui permettre de tendre ses bras. Et, oups là. Si ses bras se tendent, ils seront comme ça, alors que pour l'instant, ils sont comme ceci, ce qui va restreindre l'espace entre ses jambes où se trouve la tête et la nuque de Jamie Varner. C'est ce qui provoque le tap-out. Hop. Voilà, il y a le tap-out juste après. Ok. Dustin Poirier. Putain, elle est longue cette vidéo. J'espère que ça te plaît. J'ai oublié de le dire. Bah voilà, c'est le bon moment. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Commente avec ton pronostic avant d'avoir la fin de ma vidéo, avant d'avoir mon pronostic, avant d'avoir mes game plans, etc., etc. Alors, comme je le disais, Dustin Poirier, j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc, il y a juste un point que je voulais aborder dans cette vidéo-ci, c'est
le fait qu'on a l'impression que ses jambes sont séparées de son haut du corps, de ses frappes en anglaise. Très souvent, un débutant, même un initié et même des professionnels, c'est compliqué pour eux de à la fois bien bouger leurs pieds et bien attaquer en anglaise avec leurs poings. Poirier, il a un coup d'œil incroyable, mais il a une psychomotricité qui est absolument hors norme. Ici, on va voir une longue séquence. Donc, j'aime beaucoup. Il fait beaucoup ça. Hein. Il vient pointer son direct, tac, et esquiver juste le coup derrière. Vous voyez comment il esquive? Il envoie son direct, hop, et puis il y a un direct de Alvarez qui arrive et il esquive de justesse. Hop, il reste dans l'échange. Là, vraiment, c'est ça que j'entends par présence ou conscience dans l'échange. Ici, il est dans l'échange, il vient d'esquiver, il plante son pied arrière dans le sol et il vient envoyer son direct. Il envoie son direct et de nouveau, il recule de justesse. Il esquive le contre de Eddie Alvarez qui est sonné. Et ça, il vient rusher, et là, c'est les grosses combinaisons. Alors, un point particulier chez Dustin Poirier, c'est sa posture. Ici, il est dans une posture, on va dire, classique. Un pied devant, un pied derrière. Donc, il y a un espace avant-arrière. L'espace avant-arrière, ça nous permet de nous déplacer vers l'avant, vers l'arrière et d'envoyer des frappes dont la directionnalité est linéaire, donc les jabs, les directs. La raison pour laquelle on met un espace gauche-droite aussi entre les pieds, donc si on va représenter ça différemment, si je trace des lignes droites à partir de son pied arrière et de son pied avant, il y a un espace gauche-droite. Cet espace gauche-droite nous permet de nous déplacer latéralement et de générer de la force sur les coups avec une direction latérale. Donc les crochets, les uppercuts, les kicks. Enfin les roundhouse kicks, les front kicks, c'est plus la jambe avant-arrière. Bref, jusque-là, très logique. C'est une posture dans laquelle on aime bien se retrouver, on aime bien rester dans cette posture de pied parce que ça nous permet d'envoyer absolument tout ce qu'on veut à tout moment, ça nous permet de nous déplacer dans toutes les directions. Au final, la façon dont on place nos pieds, ça a deux objectifs principaux. C'est une directionnalité, pouvoir se déplacer dans toute direction à tout moment possible et pouvoir générer de la puissance dans n'importe quelle frappe. On change notre posture, on change nos options, entre guillemets. La posture qui a le plus d'options, c'est gaucher ou droitier. Donc, un pied devant, un pied derrière, avec un écart latéral entre les deux. On va jamais mettre nos deux pieds l'un à côté de l'autre parce qu'on sait ni se déplacer efficacement, ni générer de la puissance. Ça paraît con, mais j'aime bien expliquer des petites bases comme ça. Alors, dans les échanges, Dustin Poirier a vraiment une compétence de savoir quelle est sa posture. S'il a la posture classique, il envoie un peu tout. Il va envoyer des jabs, des directs, des crochets, des uppercuts, des kicks. Et ça, c'est absolument magnifique. Dans l'échange, la présence. Les mouvements de tête de Dustin Poirier. Il esquive et il vient remettre une frappe derrière. C'est absolument... voilà, et c'est ça que je veux montrer. Donc ici, il passe brièvement dans une posture où ses pieds sont parallèles. Il n'y a plus vraiment avant-arrière, ils sont tous les deux parallèles. Et donc, dans ces moments-là, il arrête d'envoyer ses jabs et directs. Cette posture-là est mauvaise, entre guillemets, parce qu'on n'a plus l'option des jabs et des directs. Et en plus de ça, si on prend un gros coup ou si l'adversaire shoot sur un takedown, on a moins de possibilités de scramble. On prend généralement un knockdown ou alors on doit partir sur un... On n'a pas le sprawl, en tout cas. Mais par contre, il y a moyen de générer beaucoup plus de puissance sur les crochets et les uppercuts quand nos pieds sont vraiment à plat, square, comme on dit. C'est Mike Tyson, tout simplement. D'Amato Shift de Mike Tyson, ça se base là-dessus. C'est avoir un pied devant, un pied derrière. Switcher pour avoir les pieds perpendiculaires à l'adversaire et générer les frappes puissantes. Mais pour ça, il faut être à une distance très très rapprochée. C'est ça qu'il y a d'intéressant aussi entre Dustin Poirier et Charles Oliveira, c'est cette gestion de la distance. On va le voir après. Dustin Poirier a vraiment une bonne compétence à distance lointaine pour venir casser la distance avec des shifts. Mais là où il fait son meilleur travail, c'est à mi-distance quand il peut envoyer des crochets en combinaison. Donc ici, voilà, même un kick dans la combinaison, il a vraiment une bonne compréhension de ce qui se passe. Le direct, et ça aussi je veux. Tout est beau dans ce passage. Il envoie son direct, hop, et il y a un compte simultané de Eddie Alvarez, il va abaisser la tête. Vous voyez ce petit mouvement là?
Il voit le coup venir, il a vraiment un super coup d'œil. Il voit le coup venir, il passe en dessous, il garde la pression et il vient envoyer son crochet juste derrière. Sublime. Et puis il continue, non-stop, non-stop, non-stop. Et chaque fois, hein, défensivement, il est présent. Genre, hop, je suis un peu en train de redécouvrir ce passage, mais il envoie son jab. Hop, Eddie Alvarez qui veut contrer, petit recul du buste et on vient réattaquer juste derrière. Ça force Eddie Alvarez à tourner son dos, ce qui est exécrable en MMA évidemment, et de nouveau un kick derrière. Ok, je crois que je vais faire une petite pause parce que j'arrête pas de parler. Donc une nouvelle pub, on reprend juste après. Alors, Eddie Alvarez 2. Ici, je veux montrer au ralenti ce qui se passe. Le petit genou en contre suivi du direct. On dédouble le côté. Genou arrière, cross arrière. Donc, je remonte. Il vient de placer son genou, sa jambe revient derrière. Ça, c'est très intéressant. Il y en a beaucoup qui envoient un genou et puis leur pied retombe à côté de leur autre pied. Il va envoyer son genou, il va directement se retrouver en posture de gaucher pour rebondir et envoyer son cross. Le cross vient toucher et puis là, il vient combiner. Il vient combiner. Alors, ça, je vais remontrer parce qu'on le voit pas bien sous l'autre angle. On est au ralenti. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois le gauche. C'est impressionnant. Comment il se déplace. Il est en train de se déplacer et pendant qu'il se déplace, il empêche Eddie Alvarez de revenir dans la combinaison. Il vient toucher. Donc il casse la distance. Il le met sous pression. Il le rapproche de la cage et il y a tout le temps quelque chose qui touche de manière efficace. C'est très très rare de voir ça en MMA. Puis là, le frame, on vient par au-dessus du frame pour envoyer. Sous cet angle-ci, c'est pour ça que j'ai mis l'angle du ralenti, parce que sous cet angle-ci, on voyait pas qu'il touchait autant de fois. Et puis là, de nouveau, grosse combinaison. Il lâche pas le morceau et faire des si longues combinaisons si efficaces avec un œil observateur défensif, c'est rare de voir ça en MMA. Vraiment, c'est une des particularités de Dustin Poirier, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes auxquels je peux penser qui font ça de manière si efficace. Et là, encore une fois, hein, hop, on voit pas très bien les pieds, mais on sait imaginer. Ils sont parallèles. Hein. Ouais, j'ai mal fait ma ligne. Ils sont plutôt comme ça. Mais il n'y a pas du tout un pied devant l'autre par rapport à Eddie Alvarez qui se trouve ici. On peut vraiment créer un angle droit sur les pieds au sol de Dustin Poirier. Ce qui fait qu'ils vont envoyer que des crochets là. Pop, il y a que des crochets qui viennent. Il se remet en gaucher, il envoie un kick. Donc encore une fois, dans la combinaison, il y a de l'anglaise, il y a des kicks, et on va le voir, il y a des genoux, il y a des coudes. Ah, cette petite esquive. Donc on est dans un moment où normalement beaucoup d'athlètes vont un peu perdre leur sang-froid. Ils voient rouge, ils disent j'ai presque le finish, je vais faire que attaquer. Ils vont pas penser défense, et c'est là où souvent on a des gros comebacks. Hein, Pat Barry contre Cheick Kongo, Glover Teixeira contre Ryan Bader. Voilà, il reste focus. Qui fait une esquive comme ça alors qu'il est en train de chercher le finish? Et puis il est directement derrière, on menace la guillotine, 2 coups de genou. On revient en anglaise, bop. Et là, encore une fois. Hein. Donc, ici, on est en train d'envoyer des crochets parce qu'on est perpendiculaire à notre adversaire. Hop, on passe en gaucher. Et on passe en gaucher, ce qui nous permet d'envoyer de nouveau jab, coup de genou, et puis les crochets qui reviennent encore après. On n'arrive pas à finaliser avec des crochets. Ça va venir. Uppercut, genou. Grosse variabilité. Encore une fois, c'est pour faire le lien aussi avec Charles Oliveira, il y a quand même des similitudes. Ça finit pas, Marc Goddard est près de l'action. Un petit kick. Donc encore une fois, genou, kick, anglaise, il y a tout. Ah non, il n'y a pas le coup de coude. Pap. Et coude. Ah. Il a tout envoyé, sauf des coups de coude dans cette combinaison. Ici, il est en bonne posture pour envoyer un coude. Et c'est le coude qui vient finaliser le combat. Superbe de chez superbe. Voilà, dernière chose que je voulais montrer, donc Dustin Poirier, si on pense à ses finishes, notamment contre Justin Gaethje, ceux qu'on vient de voir contre Eddie Alvarez et celui-ci contre, c'est pas un finish, mais cette séquence-ci contre Max Holloway, on se souvient d'un Dustin Poirier au centre de la cage ou dos à la cage, qui va scorer quelque chose et puis qui va mettre la pression. Donc ça c'est intéressant parce que Charles Oliveira, on peut s'imaginer qu'il voudra mettre la pression à Dustin Poirier, et Dustin Poirier de plus en plus est en train de prouver qu'il a des vraies compétences sous pression, qu'il est vraiment capable de gérer un combat même quand il est sous pression.
Et pour preuve ici, il utilise une de ses tactiques favorites, hein, ça j'en avais parlé dans toutes mes autres vidéos sur lui. Il est gaucher, il envoie son direct, il se laisse emporter par son direct, il passe en droitier, avec sa tête qui est bien sur le côté, hein. Donc là il est hors de ligne d'attaque des jabs et des directs, et puis il revient avec un direct. Il a touché Khabib avec ça, il a touché Dan Hooker avec ça, il a touché Max Holloway avec ça, je crois qu'il a quasi touché tous ses adversaires avec ça. Il a scoré son takedown dans le combat numéro 2, donc en janvier, contre McGregor, grâce à ce shift. Ce qui est bien avec ce shift, principalement contre quelqu'un qui ne shift pas, donc qui passe pas de gaucher à droitier et de droitier à gaucher, c'est que tu arrives à couvrir beaucoup de distance plus rapidement que ce que ton adversaire est capable de désengager. Quand tu désengages et que tu restes dans la même garde, tu recules d'un demi-pas à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas ton pied avant qui rejoint ton pied arrière et ton pied arrière recule de cette distance-là. C'est des demi-steps. Alors que quand tu shifts, non seulement tu couvres la distance de tes deux pieds, mais tu la doubles en fait, parce que tu passes d'une garde à l'autre. Donc si on va imaginer, il y a 50 cm entre ton pied arrière et ton pied avant. Quand tu vas marcher, quand tu vas shifter, tu vas prendre 1 mètre. Alors que quand tu recules en restant dans la même garde, tu vas plutôt reculer par 25 cm. Donc tu es en train de prendre 75-75 cm juste sur ton shift, et ça permet de vraiment bien casser une distance face à un adversaire qui ne recule pas en shift lui-même. Évidemment, s'il recule en shift, on garde la même distance entre les deux athlètes. Et donc ça lui permet de... Bon, alors à distance de kick, il envoie de très bons middle kicks pour en garde ouverte. Il va de temps en temps utiliser ce shift pour envoyer un low kick sur la jambe avant. Ce qui est intéressant, parce qu'il garde, du coup, il passe brièvement en garde fermée pour envoyer ce low kick. Mais souvent, ce qu'il fait, c'est direct, step, direct. Donc, il va envoyer son direct du gauche, il va passer en droitier et il va envoyer son direct du droit. Donc, deuxième avantage de cette technique, c'est que ton côté avant devient ton côté arrière. Avec le momentum que tu as d'avancer, ça génère beaucoup de puissance, comme on le voit ici. Il a vraiment un momentum où il avance énormément. Regardez, hein, ça part de derrière la ligne de l'octogone, imprimé à l'intérieur de l'octogone, et son shift ici, il vient toucher Max Holloway en plein milieu de la cage, quoi. Il y a quand même un bon 2 mètres entre la ligne ici et le centre du logo de Monster. Donc c'est pour montrer qu'il couvre beaucoup de distance et qu'il arrive justement à couvrir suffisamment de distance pour aller faire mouche contre Max Holloway. Et comme je le disais, il l'a fait contre beaucoup d'autres athlètes. Max Holloway est touché, et c'est là où il vient mettre sa pression et il vient envoyer, encore une fois, hein, trois fois le gauche d'affilée, je pense. Il est en gaucher, gauche, il passe en droitier, gauche et gauche. 3 attaques du même côté. C'est rare, c'est difficile à défendre. Et puis là, grosse combinaison. Encore une fois, pied perpendiculaire. Max Holloway également, hein, ça enlève aussi des options offensives chez Max Holloway. Et là, on va envoyer crochet, 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 uppercut, et on garde cette pression, et en bougeant, c'est vraiment ça, en bougeant, il envoie des frappes. La plupart des athlètes, c'est je me déplace pour me positionner, pour envoyer. De Singh fait les 3 en même temps. Et là, grosse pression. Encore une fois, hop, Chris, où est-ce que tu vas? Encore une fois, dans les attaques, responsabilité défensive. Regardez cette esquive, il passe juste en dessous du crochet. Il voit le large crochet de Max Holloway venir, hop, il passe en dessous, et il vient capitaliser derrière avec son crochet à lui. C'est vraiment superbe. Quelle pression. Le nombre de coups qu'il envoie, c'est ouf. Ok. J'ai fini mes séquences. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? 5 rounds. On a vu un Charles Oliveira qui a un bon cardio, qui tient bien. On a vu évidemment un Dustin Poirier, notamment contre Max Holloway, qui tient bien aussi sur 5 rounds. La seule fois où on a vu Dustin Poirier peut-être un peu en difficulté cardiovasculaire ou en gestion d'énergie, c'est quand il est sous pression avec des échanges de grappling. Et ça, je l'entoure dans plein de couleurs différentes. Face à Khabib, il perd le combat, on sent qu'il perd mentalement le combat. Il part sur sa guillotine, et c'était le tout pour lui. Et c'est souvent comme ça contre Khabib. Il dit, ok, bon, maintenant, la guillotine, ça passe, ou alors je donne mon dos et je fais un tap-out. C'est littéralement ce qui s'est passé, selon moi. Parce qu'il en pouvait plus. Il fatiguait, pas parce qu'il était sous pression, puisqu'il a déjà combattu sous pression contre Max Holloway, contre Dan Hooker, il se fait mettre sous pression, contre Conor McGregor, il tient bien la pression, et son cardio aussi. Mais par contre, sous pression, avec beaucoup d'échanges en grappling, c'est là où il fatigue beaucoup. Alors moi j'ai ma petite théorie, il reste
il souhaite rester proche de la cage contre des grappleurs parce que principalement au ATT, donc American Top Team, tous les athlètes là-bas, Masvidal, Dustin Poirier, ils ont une réelle compétence à, quand ils se font amener au sol contre la cage, se relever grâce à la cage. Les athlètes de ATT n'aiment pas être au sol, dos au sol, au milieu de la cage. Ils ont besoin de celle-là pour pouvoir se relever. Donc je crois qu'il aime bien, contre des grappleurs surtout, travailler dos à la cage pour pouvoir l'utiliser pour se relever ou créer des scrambles. Donc ici j'ai l'impression vraiment que dans le combat, Charles Oliveira va prendre le centre parce que c'est son style et parce que Dustin Poirier va autoriser ça en se disant, s'il essaye de m'amener au sol, le meilleur moyen pour moi de pas me mettre trop en difficulté, c'est d'avoir cette cage pour pouvoir me relever. Le problème à ça, c'est que ça risque de le fatiguer et Charles Oliveira pourrait capitaliser là-dessus, pourrait essayer de bien échanger en grappling parce que Charles Oliveira, en tant que grappleur, son cardio est plus, on va dire, adapté. Il va utiliser moins d'énergie dans les échanges de grappling que Dustin Poirier. Donc ça peut être assez intéressant. L'envers du décor, là je passe du coq à l'âne comme on dit. Charles Oliveira, son gros défaut de sa dernière défaite, et c'est un gros défaut chez beaucoup de grappleurs, ça peut jouer pour eux comme ça peut jouer contre eux. Charles Oliveira est tellement confiant en son grappling, et j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos, la confiance peut être un ennemi. Donc surtout en grappling, quand tu as trop confiance en ton grappling, tu acceptes trop facilement les amener au sol de ton adversaire. Tu acceptes trop facilement d'être mis sur ton dos, et pour l'instant en MMA, le top control est encore fort favorisé, c'est-à-dire tu peux être en dessous, être beaucoup plus actif avec des frappes, avec des tentatives de soumission. Il y a très peu de juges qui vont t'octroyer le round juste sous prétexte que tu es en dessous. J'espère que ça va changer parce que selon les critères des juges, c'est supposé être celui qui est le plus effectif qui gagne le round, mais pour l'instant, c'est un défaut d'accepter trop facilement de se mettre sur le dos. Surtout quand on a quelqu'un de compétent en grappling sur nous. Sa dernière défaite, c'est contre Paul Felder. Il a trop facilement accepter d'être sur son dos, il a trop cherché à rester sur son dos et être menaçant sur son dos et il s'est fait finaliser de manière très violente. C'était une très belle performance de Paul Felder. Donc à l'inverse, je vois pas Poirier shooter sur Charles Oliveira parce que il y a ce risque de guillotine, etc. Mais dans un échange de grappling, ça peut être intéressant pour Dustin Poirier d'un peu forcer le top control, parce que je pense vraiment que s'il est pas sonné, qu'il a le top control, une demi-garde contre la cage, il serait capable de faire pas mal de dégâts. Et encore une fois, dans pas mal de combats récents, on a vu Charles Oliveira sur son dos, notamment contre Kevin Lee. Il accepte lui-même d'être sur son dos parce qu'il a confiance en sa capacité de sweep, il a confiance en sa capacité de soumettre et de survivre en étant sur son dos. Mais ça le met aussi dans des sales situations. Donc voilà, en termes de game plan, c'est assez compliqué parce que j'ai l'impression, comme je dis, que ça va bien se marier, enfin que les deux athlètes vont avoir un bon mariage de style qui va plaire aux fans, mais c'est le genre de combat où il faut attendre de voir ce qui se passe dans les premiers échanges pour un peu voir la directionnalité que ça va prendre. Clairement, je pense que Charles Oliveira fera plus de dégâts au kicking range que Dustin Poirier en pointant des points. C'est pas qu'il va le mettre en difficulté et se rapprocher d'un finish grâce à ça, mais il peut vraiment marquer pas mal de points. Dustin Poirier est un peu moins souple dans son kicking range et il va plus devoir capitaliser sur de l'anglaise, mais casser la distance, comme on l'a vu, vouloir trop vite casser la distance. Donc le shift est dangereux aussi pour Dustin Poirier parce que Charles Oliveira a un très bon timing sur son shoot. Donc si on est en shift, en plein milieu du shift, il y a un moment où les deux pieds sont l'un à côté de l'autre. Et comme j'expliquais, une fois que les pieds sont l'un à côté de l'autre, si quelqu'un shoot ou quelqu'un frappe, il y a le knockdown ou alors il y a le takedown réussi. Donc je dirais que Dustin Poirier doit faire comme il a très bien fait contre Gaethje et comme il a très bien fait contre McGregor, deux combattants aussi qui cherchent un peu la pression, l'agressivité, c'est de beaucoup se déplacer latéralement et essayer de reset dès qu'il peut. Donc dès qu'il a l'opportunité de reset, se retrouver au centre de la cage, laisser venir Charles Oliveira pour après capitaliser sur des combinaisons, c'est une très bonne idée. À l'échange,
comme je disais, ils ont tous les deux présents. J'ai quand même l'impression qu'il y a un léger avantage pour Dustin Poirier, puisqu'il est toujours très très bien positionné. Il travaille un tout petit peu mieux les angles dans les échanges. Donc ça va être un combat très intéressant. Je pense que Dustin Poirier est mi-favori dans ce combat parce qu'on considère qu'il a une bonne takedown defense. Son pourcentage est fort droppé parce qu'il a rencontré Khabib qui l'a amené 5-6 fois au sol, je pense. Mais au-delà de ça, il a vraiment un bon takedown defense, il a un bon système défensif et Charles Oliveira a montré une capacité, une grosse amélioration, une grosse progression en takedown, mais c'est pas pour autant qu'on le voit comme encore un excellent lutteur. Il shoot très bien, il amène très bien au sol, mais voilà, Tony Ferguson, c'est quelqu'un aussi qui accepte bien le sol, c'est là où il a eu le plus de takedown, mais ça lui arrive de devoir justement shooter sur un takedown, et puis il part comme Brandon Allen le week-end passé sur une clé jambe. Bon, là, tu t'en rends compte, je suis en train d'improviser, j'ai pas de pronostic. Je n'ai pas de pronostic, vraiment. Très compliqué à pronostiquer ce combat. J'ai un feeling Charles Oliveira, mais j'ai le feeling juste maintenant que j'ai fait la vidéo, et c'est peut-être parce que j'ai analysé plus de séquences de Charles Oliveira que de Dustin Poirier, parce qu'au moment où le combat a été annoncé, j'étais là, Dustin Poirier sans le moindre problème. Je voyais Dustin Poirier s'imposer. Ouais, ça va être un beau combat, c'est tout ce qui compte. Voilà. Puisque j'ai pas pronostiqué, je t'invite à le faire si tu l'as pas encore fait. Like la vidéo, commente, partage-la. On se retrouve très très bientôt. C'était Chris Genacht. Merci à toi.